C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Manuel Bompard, et bienvenue, coordinateur national de la France Insoumise. Beaucoup de sujets d'actualité à vous soumettre ce matin. Le Conseil d'État va rendre sa décision rapidement dans les prochaines heures sur l'interdiction de l'abaya. Alors, dans toutes les enquêtes, vous êtes désavoué par une écrasante majorité de Français, vous êtes désavoué par les sympathisants de la France Insoumise, vous êtes désavoué par une grande partie des enseignants qui attendaient cette clarification. Est-ce que ce matin, Monsieur Bompard, vous persévérez dans l'aveuglement ? Je vois que votre question est nuancée. D'abord, je veux dire que j'écouterai les sondages sur ce sujet à partir du moment où on publiera une étude dans laquelle on me dira quel est le pourcentage de Françaises et de Français qui savent réellement ce qu'est une abaya. Parce que depuis des semaines et des semaines, on mélange et on amalgame l'abaya, le voile, parfois même la burqa. Je pense qu'il faut que les gens qui nous écoutent comprennent. Vous êtes en train d'en faire la démonstration sans doute sur les images. Non, pas en manque d'intelligence, en manque de partialité de la part des médias, je l'assume, qui depuis des semaines et des semaines montrent des images en amalgamant une abaya qui est une robe longue avec des voiles ou des burqas qui sont, en ce qui concerne le voile, en tout cas un signe religieux. Donc moi je considère, et je l'ai dit, et je ne suis pas le seul à l'avoir dit, que l'abaya n'était pas en soi un signe religieux. Ce n'est pas seulement mon point de vue, c'était y compris le point de vue de l'État et du ministère de l'Éducation nationale avant sa dernière prise de position. Hier, Gilles Kepel, expert arabisant, islamologue qui s'intéresse à ces questions depuis de nombreuses années, affirme que c'est un vêtement religieux. Hier encore, face aux magistrats du Conseil d'État, l'association Action Droit des musulmans a porté des arguments. Droit des musulmans, ça veut bien dire qu'elle parle d'un vêtement religieux? Non, pas du tout. C'est pas parce que c'est une association qui s'appelle Droit des musulmans qui défend un recours au nom du respect des libertés publiques que l'abaya devient par nature un signe religieux. Je vous rappelle que le Conseil français du culte musulman, qui jusqu'il y a peu était le principal interlocuteur de l'État vis-à-vis de l'organisation du culte musulman en France, dit lui-même que l'abaya n'est pas un signe religieux. Une fois ceci dit, Monsieur Bompard, c'est aux religieux et aux religions elles-mêmes de déterminer quels sont les signes et les vêtements religieux à l'école. En tout cas, ce n'est pas à l'État de s'insérer dans l'organisation. Mais c'est à qui alors? Est-ce que c'est aux religieux? C'est aux autorités religieuses de le définir. Ah bon? Et ensuite, attendez. Dans un État laïque? Attendez. Oui, mais la laïcité, ce n'est pas le culte musulman, tout comme le culte catholique ou tout autre culte, ne sont pas des cultes d'État. Ce n'est pas l'État qui définit. Par contre, l'État détermine, la République a une loi et soumet les religions à cette loi. Mais que les religieux décident de ce qui est vêtements religieux ou pas, c'est contraire à la sécularisation des lois dans un État laïque. Sinon, c'est une théocratie. Sonia Mabrouk, sinon, c'est une théocratie, monsieur Sonia Bompard. Mabrouk, la religion détermine elle-même ses dogmes, ses rites, ses signes, etc. Mais ensuite, à l'école, la République, justement, j'allais y venir, la République détermine ses lois. Et, bien évidemment, la loi de la République prédomine sur la loi religieuse. Donc, dans la République, on décide qu'il n'y a pas de signes religieux ostensibles à l'école. Donc, à partir de ce moment-là, les signes religieux ne sont pas permis de manière ostensible à l'école. Point à la ligne. Bien évidemment que la loi de la République s'impose sur la loi de la religion, mais ce n'est pas l'État qui détermine quels sont les signes religieux, quels sont les rites, quelles sont les pratiques. C'est les autorités religieuses, j'en ai parlé. Ça me paraît être très clair et ça me paraît être la définition précise et exacte de la loi de 1905. Donc je rappelle qu'elle dit précisément qu'elle ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Est-ce que vous continuez à dire, Manuel Bompard, que la décision du ministre revêt un caractère islamophobe? Je dis que la décision du ministre, parce qu'elle ne caractérise pas ce qu'est une abaya, elle ouvre la voie à l'arbitraire et que les situations d'arbitraire, elles peuvent se traduire par des situations de discrimination ou de stigmatisation. Si, j'allais y venir. Vous employez le mot? Écoutez, je vais y venir. Parce qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire, cette décision, elle ouvre la voie à des situations de discrimination en raison d'une pratique religieuse, donc à de l'islamophobie. Ça ne veut pas dire que la loi elle-même l'est, ça veut dire qu'elle ouvre la voie à l'arbitraire et qu'elle peut se traduire par ce type de situation. Est-ce que la décision du ministre est, entre guillemets, islamophobe? Je crois que j'ai répondu très précisément. Non, le mot est important. Mathilde Panot, chef des députés insoumis au Parlement, l'a utilisé. Un professeur a perdu la vie car un procès en islamophobie a été instruit contre lui, basé sur le mensonge d'une élève, relayé par la haine d'un parent d'élève. Monsieur Samuel Paty. Donc le mot est chargé. Je vais vous répondre si vous voulez bien. Vous faites le même parallèle qu'a fait lundi le président de la République. Quel parallèle ai-je fait? C'est-à-dire que... Je rappelle des faits, monsieur. Oui, d'accord, mais les jeunes femmes qui
porte une abaya, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord avec elle, non, strictement rien à voir. C'est pas ma question. Oui, mais moi, c'est ma réponse. Je vous demande si, comme Mathilde Panot, vous employez le mot d'islamophobie. Mais je n'ai aucun problème à vous dire les choses franchement. Maintenant, donc vous l'employez ou pas? Mais bien sûr, et je vais vous répondre de manière extrêmement précise. Si vous considérez qu'en cette rentrée scolaire, le sujet majeur, c'était de jeter en pâture comme ça une partie de la population pour être dans une entreprise de division, de stigmatisation, alors qu'on est confronté à des difficultés qui sont immenses. Le prix des fournitures scolaires qui a augmenté de 11%. Le manque d'enseignants. La tentative de diversion est facile ce matin. Je ne fais pas de tentative de diversion. Dans un Sonia Mabrouk, ça fait où un 5 minutes. professeur est mort à cause d'un procès en islamophobie, donc je suis pas en train de vous faire une diversion. Est-ce que vous reprenez ce mot? C'est tout. Mais je vous ai répondu oui. Oui ou non? Vous pouvez me poser. Oui, vous le reprenez. Oui, bien sûr. Vous pouvez prendre le problème par tous les bouts. J'ai pas l'habitude de reculer sur les positions qui sont les miennes. Je vous dis juste que je pense que le ministre, en mettant ce sujet sur la table en cette rentrée, qui concerne 0,25% des établissements, et si j'en crois ses propres chiffres qu'il a donné lundi sur le nombre de personnes qui sont venues vêtues d'une abaya à l'école, c'est-à-dire 298 de mémoire, c'est-à-dire 0,005% des élèves qui sont dans le secondaire aujourd'hui, je pense effectivement qu'ils jettent un écran de fumée pour ne pas parler des principales difficultés de la rentrée. C'est l'augmentation du prix des fournitures scolaires, c'est le manque d'enseignants, c'est des enseignants qui ne sont pas suffisamment rémunérés, et je préférais qu'on parle de ça. Puis je vais vous montrer la une de Charlie Hebdo, puisque vous reprenez donc le terme d'islamophobie. Est-ce que vous reprenez aussi l'expression de police du vêtement qui a été utilisée par certains comment vous membres. Appelez ça quand vous commencez à déterminer quels sont les vêtements qui sont acceptables? Moi, je n'utilise pas la même expression qui est utilisée en Iran, monsieur, où une jeune femme a été tuée il y a un an parce qu'elle portait un vêtement inapproprié par la police du vêtement. Moi, je dénonce la police du vêtement en Iran et je dénonce la police du vêtement partout. Moi, je dénonce la police du vêtement en Iran parce que les femmes en Iran, elles doivent avoir la possibilité de s'habiller comme elles le souhaitent, mais en France aussi. Que pensez-vous de cette une? Est-ce que vous êtes toujours Charlie? Mais Charlie Hebdo dit ce qu'elle veut, si c'est leur ligne éditoriale, c'est leur droit. C'est-à-dire que vous dites la même chose que les mollahs iraniens. Mais d'accord, mais bon, ça c'est leur, ils disent ce qu'ils veulent, c'est pas mon sujet. Mais écoutez, moi j'essaye d'avoir des principes, de défendre un certain nombre de principes. Et ces principes, c'est appliquer la loi de 2004, pas de problème, mais ne pas profiter de la loi de 2004 pour aller incorporer, rentrer dans une logique de réglementation des tenues acceptables qui, comme par hasard, concerne toujours d'ailleurs le corps des femmes, et là en l'occurrence des jeunes femmes. Comme par hasard, monsieur, parce que vous savez que les religions ont un peu malheureusement un droit de regard sur le corps des femmes. Ce n'est pas un hasard. Et c'est inacceptable. Et donc je propose qu'on ne suive pas la même logique. Tout simplement. Le don de la famille Bernard Arnault au Resto du Cœur, monsieur Bompard, ne sera pas défiscalisé. Ni défiscalisation, ni contrepartie, contrairement à ce qu'a affirmé votre parti et les membres de la France Insoumise. Est-ce que ce matin, vous excusez de cette méprise? Mais ne dites pas quelque chose d'inexact. Non, moi, il y aura défiscalisation. Je n'ai pas parlé de défiscalisation. Vous, peut-être, mais les autres... madame, écoutez, vous êtes solidaire avec vos camarades. Mais bien sûr, je suis solidaire de tous. Et dans un premier temps, l'annonce a été faite. Et puis ensuite, il a été précisé qu'il ne serait pas défiscalisé. Très bien, j'en prends acte. Maintenant, ce que je vous dis, c'est que M. Arnault, sur ses revenus de l'année dernière, a payé l'équivalent de 12% d'impôts. La plus haute tranche de l'impôt sur le revenu, elle est à 45%. Si M. Arnault avait payé ses impôts comme il aurait dû le payer l'année dernière, il aurait donné... Mais de quoi vous me parlez? Il aurait donné 400 millions d'euros aux caisses de l'État, c'est-à-dire, faites le calcul, 40 fois plus que le don qui vient d'évoquer. J'ai vu votre calcul sur les réseaux sociaux, personne ne peut le vérifier. Par ailleurs, à chaque fois que les membres de la France Insoumise... Vous m'avez cité Charlie Hebdo tout à l'heure, je vous cite le Canard enchaîné qui a fait un article très précis sur ce sujet. Vous confondez très souvent revenus, dividendes, entreprises et fortune personnelle. Je ne confonds rien. Je parle précisément de ses revenus, pas de sa fortune personnelle. Et je parle du taux auquel il a contribué à la solidarité nationale. Donc, excusez-moi de vous le dire, mais là, c'est vous qui devez vérifier vos informations. Pour le reste, je vais vous dire, c'est une question d'un modèle de société. Certains considèrent peut-être que le modèle de société, c'est un modèle de société dans lequel il n'y a pas de partage des richesses organisées par l'État et on s'en remet à la charité. C'est pas le mien. Mais quand on fait un don de 10 millions, est-ce qu'on s'intéresse pas plus au don on a l'impression que vous intéressez plus à ce don qu'aux plus de 100 millions de repas qui sont distribués au Resto du Cœur. On a l'impression que vous ne voyez pas l'essentiel. Est-ce qu'on ne peut pas dire dans ce pays merci, tout simplement, quand quelqu'un fait un don? Mais madame, très bien, il y a des euros qui arrivent, je les prends. Mais j'ai pas de problème avec ça. On va pas insulter celui qui donne et qui va... Je ne l'insulte pas. Je dis juste que la question qui nous est posée, c'est est-ce que une personne qui a beaucoup de ressources comme Monsieur Arnault contribue à la solidarité nationale sur la base des règles qui sont mises en place dans notre pays pour partager les richesses, ou est-ce qu'on s'en remet à un modèle dans lequel c'est la charité? Pardonnez-moi, ce n'est pas le modèle de société que je défends. Et honnêtement, c'est pas le modèle de société. Pourquoi ce ne serait pas de la générosité? La ministre des Solidarités, Aurore Bergé... Si vous voulez ce modèle-là, Sonia Mabrouk, prenez-le.
pas moi qui le veux. Moi, mon modèle, c'est celui de la République française. Je préfère française. Un pays où il n'y a pas de resto du cœur. Donc, je vous interroge, Monsieur Bompard. Madame Aurore-Bergé dit, Monsieur Mélenchon, quand il donnera autant que les grandes entreprises, on en reparlera. Puisque vous êtes très attentif au patrimoine des uns et des autres. Monsieur Mélenchon, écoutez, pardonnez-moi, transparence des patrimoines millionnaires, combien donne-t-il aussi? Eh ben ça, vous lui poserez la question à lui. Moi, je ne gère pas l'argent. Puisqu'on vérifie le cœur et les reins de tous. Je ne gère pas l'argent de Monsieur Mélenchon, mais si vous savez que l'équivalent du don qu'a donné Bernard Arnault, si vous le ramenez à sa fortune personnelle, c'est l'équivalent pour quelqu'un qui gagne le SMIC d'un don de 30 centimes d'euros. Donc si vous voulez, madame, je peux dire merci, bravo, mais c'est pas mon sujet. Je veux vos convictions, Monsieur Bompard, ce matin. Pourquoi moins de milliardaires donnerait laissez-moi juste développer une idée. Donnerait moins de pauvres. Je vous dis les choses de manière très simple. La question qui nous est posée, c'est comment on fait en sorte que les plus grosses fortunes de ce pays contribuent à la solidarité nationale pour faire en sorte, effectivement, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir de resto du cœur. Donc, que les richesses de ce pays soient partagées. Pour partager ces richesses, par exemple, pour que les gens, aujourd'hui, n'aient pas des difficultés à se nourrir, faut bloquer les prix sur les produits alimentaires. Faut encadrer les marges, parce que les prix sur les produits alimentaires, ils ont augmenté de 21%. Et dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire, elles ont augmenté de 70%. On dit que ça alimente, que ça nourrit l'inflation, qu'il y a une sorte de boucle salaire-prix. Je dis que le Fonds monétaire international, qui n'est pas une officine de la France insoumise, dit que nous ne sommes pas dans une boucle salaire-prix, que nous sommes dans une boucle profit-prix. Et que la première cause de l'augmentation des prix, de l'inflation aujourd'hui, c'est l'augmentation des profits des grandes entreprises. Donc je dis que si vous voulez alléger la charge pour les Français de l'inflation, vous devez avoir des mesures qui sont des mesures contraignantes. Vous devez encadrer les marges, vous devez bloquer les prix, vous devez augmenter les salaires. Pardonnez-moi, au président de la République lors de vos rencontres au Sénat. Et vous allez lui redire si vous allez à cette fameuse conférence sociale ou vous dites mais la conférence sociale, ça ne sert à rien. Excusez-moi, mais une conférence sociale n'invite pas les partis politiques. Cette fameuse conférence sociale est censée, si j'ai bien compris, discuter des problèmes des branches dans lesquelles il y a des minima qui sont inférieurs au SMIC. Donc le président de la République n'a rien annoncé de nouveau. Il avait déjà annoncé qu'il y aurait des discussions avec les organisations syndicales au mois de mars. Depuis, il y a davantage de branches qui ont des minima en dessous du SMIC qu'au moment où il a fait cette annonce. Mais vous savez pourquoi? Le SMIC a augmenté et donc mécaniquement... Mais si à chaque revalorisation du SMIC, il faut réorganiser pendant 12 heures une discussion avec le président de la République pour obtenir que les minima de branche passent au-dessus du SMIC, tout ça est scandaleux, est absurde. Donc je propose qu'il y ait une loi, puisque si le président de la République veut agir sur ce sujet, on le fait par la loi, pour qu'à chaque revalorisation du SMIC, les minima de branche soient aussi revalorisés. Monsieur Bompard, deux questions dans l'actualité, dans cette grande interview sur Europe 1 et CNews. D'abord, un livre choc qui s'intitule « Le prix du berceau », qui décrit la course au rendement dans certaines crèches privées. Mais je le précise, des crèches qui sont en partie financées par l'État, donc par notre argent, par les impôts, où il y a véritablement des actes de maltraitance, de mauvais traitement par rapport à de tout jeunes enfants. Est-ce qu'il faut une commission d'enquête parlementaire comme il y a eu pour les Oui, il faut une commission d'enquête parlementaire. Nous en avions fait déjà la proposition. C'est mon collègue William Martinet, député des Yvelines, qui avait déposé cette proposition de commission d'enquête au mois d'avril pour qu'on enquête sur ce qui se passe réellement dans ces crèches lucratives privées, dont le coût est de 15%, le coût de fonctionnement est de 15% supérieur aux crèches publiques et dans lesquelles il y a manifestement des situations de maltraitance. Donc oui, il faut une commission d'enquête et il faut remettre en cause ce modèle. Moi, je défends au contraire un service public de la petite enfance pour que cette question-là, elle soit gérée, pris en charge par la puissance publique. Que ferez-vous vendredi soir ? Vendredi soir, je crois que j'ai des réunions politiques, mais je pense que votre question est relative au match de rugby qui va avoir lieu. Je supporterai la France, bien évidemment. Même si Bastien Chalureau fait partie du 15, vous demandez, la France Insoumise demande son exclusion. Je rappelle qu'il a été condamné pour violence à caractère raciste, mais qu'il a fait appel. Donc il y a une présomption d'innocence qui est d'ailleurs défendue par la ministre des Sports. Pourquoi vous réclamez sa tête ? Je réclame pas la tête de qui que ce soit, moi, mais je dis que dans le sport, il me semble qu'il y a un devoir d'exemplarité et qu'il est normal que le fait que quelqu'un qui a été condamné en première instance, même si c'est vrai, vous avez raison, il a fait appel pour violence raciste, à minima s'excuse, à minima prenne la parole et disent qu'il regrette son geste. Il l'a fait. Il n'a pas fait. Il l'a fait en pleurs. Il a contesté. Il le conteste. Il conteste les paroles qu'il a tenues. Moi, écoutez, j'en crois les témoignages d'un certain nombre d'autres joueurs. J'ai entendu ce que disait Monsieur Dussautoir, ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Vous savez, faire attention aux témoignages dans une affaire tout autre, qui n'a rien à voir. Dans l'affaire Quatennens, vous faisiez plus attention aux témoignages. Franchement, ce que vous faites, Sonia Mabrouk, je vous le dis sincèrement, les yeux dans les yeux. On avait défendu la présomption d'innocence. Mais le problème d'Adrien Quatennens n'a strictement
strictement rien à voir, puisqu'il lui-même a reconnu le geste, il a été condamné pour ça, il a écopé d'une sanction judiciaire et d'une sanction politique. Est-ce que ce n'est pas important de sanctuariser cette présomption d'innocence ? Donc là, ce que vous faites, je vais vous dire, Sonia Mabrouk, ce que vous faites, c'est que vous faites un parallèle entre deux situations qui est inacceptable. Je vous le dis sincèrement. Pour le reste, il a été... Pourquoi ne pas sanctuariser la présomption d'innocence ? Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce que quelqu'un qui a été condamné en première instance pour violence raciste et qui ne dit rien sur ce geste-là, est-ce qu'on considère qu'il peut représenter l'équipe de France ? Comprenez que ça suscite un certain nombre d'émotions. Bon, voilà. Et donc, il y a un certain nombre de mes collègues qui ont exprimé cette émotion. Et vous-même, vous dites exclusion ? Je les soutiens. Je suis d'accord avec la préoccupation de mes collègues. Mais vous serez quand même vendredi soir devant le match. Comme tout le monde. Évidemment. Écoutez, j'espère que la France pourra gagner la Coupe du Monde. On l'attend depuis très longtemps. Merci Manuel Bompard, merci d'avoir été notre invité. C'était la grande interview sur CNews et Europe 1.